Bonsoir à tous. Je suis chevalier de Notre-Dame à Doubé depuis 2021 et je vais vous faire un petit exposé sur un livre qui, à mon sens, prend une dimension plus qu'historique, je dirais même actuelle, au regard du contexte politique que la France traverse actuellement, et notamment, et je dis bien notamment, puisque ce n'est pas à ce titre seulement que ce livre prend son sens, mais notamment au regard du bazar général, bien sûr, que notre gauloise Assemblée nationale est en train de subir suite à la dissolution. Défigurant ainsi la France dans la notion d'ordre, et montrant les députés montrant un exemple absolument infantile, de manière générale, partisan, incapable de se tourner vers le bien commun, et démontrant par la même occasion des attachements à des prérogatives financières ou statutaires largement supérieurs à leur attachement pour la France. Le livre dont je vais vous parler, et que je vais essayer de vous expliquer de manière synthétique, s'appelle Les deux patries. Il a été écrit par un homme qui s'appelle Jean de Vigry, on peut le trouver sur internet, et ce livre a pour ambition de faire une description de l'idée de France et surtout de l'idée de patrie, depuis ce que l'on a coutume d'appeler de manière assez exécrable d'ailleurs le Moyen Âge, comme si il y avait une notion de comment dire de perfection absolue au fur et à mesure que les siècles avançaient. Notion de patrie donc du Moyen Âge jusqu'à nos jours. Pour commencer, l'auteur nous plonge directement dans des chansons de gestes, dans des écrits du Moyen-Âge, qui, d'ailleurs, vous me pardonnerez de ne plus utiliser ce mot finalement, appelons-le plutôt l'âge d'or. Cela pourra faire l'objet d'une future conférence d'ailleurs. Considérons donc qu'à cette époque de l'âge d'or de la France n'est pas décrite comme une patrie. On ne parle pas de la patrie, on ne parle pas de sentiment patriotique, on parle uniquement et très souvent de la douce France. La douce France. La douce France à quel titre? Eh bien, douce, elle l'est parce qu'elle donne à ceux qui vivent sur sa terre. La douce France, c'est le vent de France dans les campagnes militaires françaises à l'Est, contre les ennemis de l'Est, ce vent qui amène les embruns, les odeurs, les souvenirs au chevalier qui a quitté sa maison, ses terres, pour aller combattre loin de chez lui. Elle est douce parce qu'elle donne la nourriture. Elle est douce parce qu'elle prône une certaine gentillesse, une certaine douceur. Vous voyez d'ores et déjà, et je vais faire un saut dans le temps jusqu'à 1789, l'opposition totale qu'il y a entre une telle description, celle que je viens de vous faire concernant l'âge d'or, et la patrie sanglante, haineuse, provocatrice, guerrière, insatiable, cruelle, que Rouget de Lille a décrite pour dépeindre la France et le soi-disant réveil français de 1789. Mais retournons à l'âge d'or. Donc, douce France. Ce qui nous explique aussi, c'est que, avec le temps, au fur et à mesure, la notion de patrie s'installe. Alors, plusieurs notions de patrie se succèdent à travers le temps. Si d'un côté, il existe la patrie romaine, la terre des pères, la terre des ancêtres, ceux qui ont montré l'exemple, il y a aussi, au fur et à mesure que l'on approche de la Renaissance, une idée de la France qui se transforme en patrie. Alors bien sûr, avec la notion de terre des pères, naturellement, mais une espèce d'idée de corps constitué sur des frontières délimitées vient donner une notion d'unité nationale où finalement, à l'époque de l'âge d'or,
La douceur de la France était vantée à l'échelle régionale. Lorsque l'on parlait de la France, le Champenois parlait de Champagne, le Poitevin parlait du Poitou, le Breton de Bretagne, l'homme du Sud, de son Sud. La France était la région qu'il connaissait en fonction des capacités de déplacement et des besoins de déplacement de l'époque qui, sauf lorsqu'on était colporteur, dépassait rarement les 10 ou 12 lieues. Renaissance, l'idée de patrie arrive. Et avec cette idée de patrie, on commence à devoir des choses à la patrie. On commence à lui devoir des choses. On lui doit un service, elle se personnifie. Oh, on est encore très très loin de la Marianne dénudée, la poitrine à l'air, personnage purement sensualiste, inventé, fantasmé de la Révolution française, qui fait bien pâle figure par ailleurs à côté de la réalité de la personne historique et maternelle de Notre-Dame la Vierge Marie. On n'en est pas encore rendu à cette égérie. Non. On est sur une conception de la France, comme je le disais, encore constituée. Il y a des obligations. On se fait un devoir de rappel que les Romains mouraient pour la patrie. La notion de mourir pour la patrie relève du bien commun. Un sentiment guerrier se développe qui est effectivement peut-être à rapprocher des campagnes militaires qui jalonnent le passage de l'âge d'or à la Renaissance. Mais avec la Renaissance et parallèlement à cette patrie antique qui revient, s'ajoute aussi la patrie des profiteurs, la patrie des libertins. Et finalement, ces gens-là disent de la patrie que c'est dans le monde tout endroit où l'on se sent bien. Voilà, donc je ne suis pas bien là où je suis né, je m'en vais ailleurs et je décide que c'est ma patrie, je profite de tout ce qu'elle a à me donner, mais il n'y a pas de notion de réciprocité et on commence déjà à voir dans la description qui nous est faite de cette patrie libertine, de cette définition libertine de la patrie, une notion unilatérale, où finalement je prends tout, mais je ne donne rien. Alors revenons au concret. Si la patrie, c'est aussi l'endroit, parce que c'est l'endroit où l'on partage, où l'on vit à côté et entouré d'autres hommes, toute notion d'unilatéralité des rapports sociaux implique très nécessairement un égoïsme foncier, une recherche d'autosatisfaction, et cela mène soit à l'anarchie, soit à la rupture sociale, ce qui n'est pas dans l'ordre naturel des choses. L'homme est un être social qui a vocation à interagir avec ses semblables dans une émulation par la pratique de ses vertus, de ses mérites, dans la participation permanente à montrer l'exemple pour l'édification du plus grand nombre, par l'exemple. Donc, Renaissance, la patrie se personnifie, la notion de patrie libertine, la définition plutôt libertine de la patrie va en corrélation, et cela laisse bien sûr la porte ouverte à la patrie des Lumières, qui cette fois-ci va être complètement homo-centrée, mais qui de toute façon est un grand besoin de transcendance, parce que il est bien évident que l'appétence naturelle de l'homme consiste, en tout cas les 3/4 du temps, à viser quelque chose de plus haut que lui. Il va bien falloir inventer une transcendance, et cette transcendance va se traduire par la patrie personnifiée, à qui l'on va donner à la Révolution française un visage, Marianne, à qui l'on va prêter des traits de caractère. On ne parlera plus de sa générosité. On ne parlera plus de l'amour qu'elle nous porte et des générations qu'elle a bercées, en changeant certes, mais en restant quelque part toujours la même. Non. Il apparaît dans la patrie révolutionnaire le visage d'une entité dont il est à noter et à se rappeler que la première des décisions de cette patrie-là a consisté en la levée en masse de 300 000 hommes, ce que l'on n'avait encore jamais vu auparavant. S'il est vrai que certains seigneurs à l'époque de l'âge d'or ou de la Renaissance obligeaient, peut-être, en tout cas de manière très locale, leurs serfs à combattre à leur côté
pour aller défendre les intérêts de la région. La patrie révolutionnaire, elle, de son côté, a plutôt tendance à imposer une forme de gouvernement, à imposer directement à chaque personne le devoir sacré de défense de la patrie, nonobstant toute autre considération, notamment les obligations domestiques de la famille, tout laisser séance tenante pour elle. Les réactions ne se font pas attendre. Le propos n'est pas ici, certes, de revenir sur ce que l'on a appelé les guerres de Vendée. Cela pourrait faire l'objet d'une autre conférence, ce n'est pas le but ici. En revanche, à la levée des 300 000 hommes, une levée de boucliers arrive partout en France. Les hommes refusent, en grande masse et surtout dans l'Ouest catholique, d'aller combattre à l'autre bout d'un pays dont ils ne connaissent finalement pas grand-chose au-delà de leur géographie humaine, les frontières, et a fortiori bien sûr d'aller combattre contre les Prussiens dont ils savent déjà, dont les nobles vendéens et bretons, et parisiens pour certains, savent déjà que cette intervention prussienne en France, même si on sait que les Prussiens risquent d'en abuser, elle n'a pour autre vocation que de faire tomber une république autoproclamée qui a tué le roi et qui a la prétention d'étendre ses idées à l'Europe entière, menaçant toutes les monarchies. L'ordre établi. Ce sera la Révolution française, avec son lot de massacres, de cruauté, d'instincts bestiaux, animaux. Or, qui jalonnent peut-être toutes les guerres. Mais là, ça devient carrément institutionnel. La nature ayant horreur du vide, Dieu disparaît de la France pour être remplacé par une idée de la France. Et nous en arrivons aujourd'hui à la disparition totale de la patrie. La France, pour ce qu'elle est aujourd'hui, a plus tendance à être connue sous l'aspect d'une vache à lait servant un vague intérêt européen, un groupe européen plus ou moins défini, surtout financier, très peu centré sur l'intérêt des populations, et comme ressemblant beaucoup plus à un ballon de baudruche qui se gonfle de vide qu'à un réel espace de gestion intelligente. En conclusion, je disais tout à l'heure en introduction que ce livre prenait tout son sens parce qu'il doit nous amener à réfléchir aujourd'hui sur ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons de la France un pays qui ne se définit plus ou dont la définition serait laissée à la discrétion de chaque parti et pourquoi pas de chaque personne pour remplacer un consensus qui effectivement semble de plus en plus difficile à faire aujourd'hui sur une définition générale, à tel point d'ailleurs que on pourrait pousser la réflexion jusqu'à se demander si le besoin même de définir la France ne relève pas lui-même directement de l'incapacité dans laquelle les Français sont à vivre tout simplement, plutôt qu'à tout remettre en question, à tout penser, au lieu d'agir. Que Notre-Dame vous garde.